Bienvenue à tous et merci de suivre l'actu décrypté avec nos invités Kraberna, journaliste éditorialiste, et Fousseni Touré, journaliste au service politique Le Patriote. Nous parlerons aujourd'hui de Laurent Dona-Fologo, décédé le 5 février dernier. Le débat sur l'école ivoirienne qui occupe selon un rapport l'avant-dernière place dans le classement des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Et enfin, les propos d'Odette Lorugnon le week-end dernier à Gagnoa. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Tout d'abord, pour commencer cette émission, voici ce que la rue a retenu de l'actualité ivoirienne ces dernières heures. Bon, l'actualité de la semaine est axée sur les scrutins législatifs qui aujourd'hui fait beaucoup de bruit parce que les gens veulent avoir des députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir éclairer une situation démocratique dans notre pays. Au niveau de l'actualité au cours de la semaine, ce qui m'a plus marqué, c'est le décès de Dona-Fologo qui a attristé toute la Côte d'Ivoire. Vraiment, cette histoire m'a beaucoup attristé parce que c'est un grand homme, il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Bon, le fait passer par Covid-19, bon, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Bon, c'est une maladie, actuellement, c'est en train de frapper la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce n'est pas une bonne maladie. En tout cas, nous avons essayé de prendre les mesures pour que ça aille un peu. Mais quand même, c'est quand même une perte pour la Côte d'Ivoire, vu que ce monsieur a apporté beaucoup pour notre pays. Et aujourd'hui, pour la génération d'aujourd'hui, surtout de notre génération, c'est une perte. Et puis après, bon, ça a été quelqu'un qui a été vraiment un acteur majeur de la politique en Côte d'Ivoire. Je sais aussi qu'il a été journaliste de formation, il a été un très brillant journaliste. Et puis après, il a occupé le poste de secrétaire, je crois, au PDCI pendant de longues années. Voilà, donc c'est toujours triste de savoir que quelqu'un décède, peu importe son statut ou sa profession ou bien son rang social. C'est toujours triste. Laurent Dona-Fologo était un monsieur qui a marqué surtout son air par rapport à la politique, parce qu'il a été un disciple d'Houphouët-Boigny et il a marqué surtout cette génération politique qui aujourd'hui se réfère beaucoup ou se regarde à travers une telle personnalité. Laurent Dona-Fologo est décédé le 5 février dernier. Il en aura été pendant près de 40 ans l'une des têtes d'affiche de la scène politique ivoirienne, collaborant ainsi avec la plupart des régimes. Fousseni, que peut retenir la classe politique ivoirienne de l'action politique de Laurent Dona-Fologo? Merci. On pourra retenir de Laurent Dona-Fologo de ses 40 années d'homme politique que Fologo a été dans ce marigot politique ivoirien, un homme modéré, pondéré, peu excessif. Ce qui d'ailleurs lui a permis de résister à tous les régimes, d'Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, en passant par Henri Konan Bédié. De sorte que cette pondération, cette modération de Fologo lui a permis de s'accommoder à tous les régimes. À tort ou à raison, on disait qu'il faisait partie de tous les régimes. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui avait compris que la lutte pour la conquête du pouvoir sont certes une étape, mais une autre étape, c'est que celui qui a gagné une élection, qui court son mandat, il faut plutôt l'accompagner. Donc je retiens de lui un homme pondéré, pas excessif en politique, mais surtout un républicain. Parce qu'il a toujours défendu ses valeurs de la République, ses valeurs de la nation. Et Kraberna, comment ce républicain est-il arrivé sur la scène politique? Bon, il serait un peu fastidieux pour moi de retracer le parcours de ce grand homme politique, tant il est grand, riche et varié.
Alors, ce que je retiens de l'homme, c'est qu'il fait partie des grands hommes politiques que notre pays a connus de 1960 jusqu'à ce jour. Et il est décédé, c'est vrai, mais aujourd'hui, je peux, au risque de me tromper, affirmer qu'il est resté tout au long de sa vie l'un des plus fidèles compagnons de Félix Houphouët-Boigny. Fousseni l'a dit, c'est l'homme qui aura marqué son temps et qui aura collaboré à tous les régimes qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Et quand on sait comment les régimes se succèdent, c'est difficile de pouvoir de passer d'un régime à un autre. Mais Fologo l'a réussi. PDCI, un coup d'État a balayé le PDCI et Fologo a servi avec le président Laurent Gbagbo. Après la crise post-électorale, il était avec Gbagbo et quand le président Alassane Ouattara est arrivé, il est resté constant avec lui. Je retiens de l'homme un seul mot, la paix et le fouettisme. Lui-même l'a toujours soutenu. Partout où on parle d'Houphouët-Boigny, lui, Fologo, il est là. Et aujourd'hui, c'est vrai, sous d'autres cieux, on s'est dit que c'est quelqu'un qui s'arrange à être avec tout le monde, mais il peut dire que c'est sa manière de concevoir la politique. Et aujourd'hui, il est décédé et tout le monde le regrette. Nulle part vous allez voir quelqu'un parler mal de Fologo. Et nulle part, comme Fousseni l'a dit, vous allez voir quelqu'un dire que Fologo a blessé de façon volontaire ou bien peut-être par des mots un acteur politique. C'est-à-dire que c'est un homme qui aura marqué tout son temps. Mais il a composé avec tout le pouvoir, d'Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara en passant par Bédié et Laurent Gbagbo. Quelle image renvoyerait-il de lui à l'opinion? Bon, ça aussi, ça fait partie des parcours politiques. Moi, je n'appelle pas ça du nomadisme politique. C'est vrai, on l'appelait un peu le Talleyrand de la politique ivoirienne parce qu'il s'est accommodé à tous les régimes. Mais c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Bon, c'est quelqu'un qui arrive toujours, comme un chat, à rebondir sur ses quatre pattes. Et quand il est avec un régime, il s'arrange à être républicain avec ce régime, sans toutefois discréditer ou peut-être critiquer là où il vient. Un homme de cette carrure, un homme de cette trempe, il pense qu'il ne faut pas le vouer aux gémonies. À juste titre, aujourd'hui, on le dit peut-être pourri, mais on dit que Fologo à la base c'est une doctrine qu'on peut appeler le fologoïsme. Et dire qu'il faut pouvoir être en mesure de s'accommoder à tous les régimes. On l'a dit, on le disait pour lui que c'est l'homme qui sèche son habit dans le soleil. Et il a dit pour lui, dans une de ses interviews, il a dit qu'il faut être idiot pour sécher ses habits à l'ombre quand il y a le soleil. C'est pour dire que quand un président est là, il faut être républicain, il faut le soutenir à réussir. Et Fologo l'a réussi. Je pense qu'il a tout le mérite qui lui revient. Fousseni, après Bédié, comment réussira-t-il à collaborer avec Laurent Gbagbo, où il fut de 2000 à 2011 président du Conseil économique et social? Oui, c'est ce que je disais. Fologo, il avait la valeur, le plus important pour lui, c'était la valeur république. Ce n'est pas tant l'homme. N'oubliez pas que Fologo fait partie de ces personnalités-là qui ont bâti la Côte d'Ivoire, qui ont mis sur les fonds baptismaux la Côte d'Ivoire. Donc, il était ancré en la République. C'était une valeur pour lui. Donc, pour lui, la valeur, ce n'est ni Bédié, ni Alassane Ouattara, ni Laurent Gbagbo. C'est la Côte d'Ivoire. Alors, donc, vu sur ce temps, il peut collaborer. Alors, je vais même plus loin. Je vais plus loin. Quand on prend en France, pour ceux qui ont été du parti de droite, en général, comme on dit, l'UMP, mais des doctrines se sont formées, développées au sein de l'UMP. On a eu le gaullisme. Il y a l'école de Chirac même qui est en train de faire son chemin. Mais fondamentalement, vous vous rendrez compte que cela, en réalité, c'est des valeurs de la République. Donc, Fologo, il a pu bien servir sous le régime. Donc, des hommes de droite, donc Félix Houphouët-Boigny, Bédié, que de gauche, Laurent Gbagbo, le régime de la Fondation. Donc pour lui, ce n'est pas tant l'homme, non, ce n'est pas tant l'homme, où il n'épouse pas forcément l'idéologie socialiste, mais c'est cette valeur républicaine qu'il mettait en avant qui est le plus important. Et c'est ces valeurs enseignées par Félix Houphouët-Boigny qui sont
la République, la nation. C'est ce qui fondait en fait le combat politique de Laurent Donald Fologo. Effectivement, Krabena, les patriotes l'appelaient le père du sursaut national. Oui, le père du sursaut national, je pense qu'ils ont contextualisé un concept que Fologo lui-même a développé des décennies bien avant. C'est ce que Fousseni disait tout à l'heure. On comprenait le contexte. La mère patrie avait été attaquée à l'époque et il fallait rassembler toutes les synergies pour résister. Et Fologo, toujours attaché aux valeurs républicaines, s'était rangé du côté de ceux qui défendaient la République. Bon, je ne parle pas du patriotisme débridé qu'on a fini par voir, mais Fologo, c'était le patriotisme vrai. Rappelez-vous, quand la crise a éclaté, Fologo a dirigé la médiation au Togo, sous le feu Yassingbe Yadema. Et pendant plusieurs jours, il y est resté. Guillaume Soro est son petit-fils. Mais Fologo, au-dessus de son, a outrepassé son âge, son expérience, et il a discuté avec ces jeunes qui ont attaqué la mère patrie. Donc c'est juste qu'on l'appelait le père du sursaut national. Je pense qu'il le méritait très bien. Bien avant cela, il avait développé autour d'autres concepts, à d'autres occasions. Je pense véritablement que c'est ce que Fousseni a développé tout à l'heure. Laurent Donald Fologo, ce n'était pas les hommes, c'était la nation d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord, et c'est ce qui lui a valu cette appellation du père du sursaut national. Laurent Donald Fologo était aussi à l'initiative d'un parti politique. En 2003, pensant avoir un avenir présidentiel, Laurent Donald Fologo lance officiellement le Rassemblement pour la paix, le RPP. Quelle est la place du RPP Fousseni sur la scène politique ivoirienne? Alors, il est difficilement, pratiquement impossible de dissocier le RPP de la vie, de la carrière politique de son fondateur. Donc, le RPP est lié intimement à Laurent Donald Fologo. Et quand on sait tout ce qu'on a dit de lui, mais c'est normal d'ailleurs, je pense qu'en tant qu'homme politique, légitimement, qu'il ait des ambitions présidentielles, à travers ce parti politique. Mais évidemment, mais je crois que Fologo s'est rendu compte que le RPP, dans l'évolution de la cartographie politique, le RPP avait comme positionnement la droite. Et ça justifie donc que vous comprenez que Fologo, très vite, avec le RHDP, il s'est retrouvé dans ses valeurs oufouissiennes ou oufouettistes, parce qu'il a compris que le RPP, en réalité, c'est un bébé de l'oufouettisme. Nous allons marquer une courte pause pour suivre une vidéo de Laurent Donald Fologo à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire l'an dernier. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a repris le chemin du rayonnement. Après Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane Ouattara qui aurait marqué son passage, dit-il. On l'écoute. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a repris le chemin du rayonnement. Et j'en suis heureux, j'en suis fier. J'étais parmi ceux qui n'avaient pas bien compris l'arrivée inattendue pour nous autres du président d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis parmi ceux qui sont heureux et fiers de constater ce qu'il a pu faire en 10 ans. Et je suis de ceux qui pensent que après Houphouët-Boigny, c'est lui qui aura marqué vraiment son passage, que ce soit ici ou à l'intérieur. Certes, lui ne fait pas les fêtes tournantes, mais il est aussi préoccupé par le développement harmonieux, puis il n'attend pas qu'il y ait la fête pour mettre de l'eau à l'intérieur, pour mettre des hôpitaux à l'intérieur, pour mettre des routes à l'intérieur. Donc le résultat est finalement le même objectif, développer la Côte d'Ivoire. Krabena, quel est votre commentaire après avoir suivi cette vidéo? Je dirais que c'est un témoignage assez édifiant. Et Fologo là a fait preuve de beaucoup d'honnêteté, d'objectivité dans cette manière de percevoir, de juger, d'apporter une appréciation sur la gestion du président Alassane Ouattara. Il a lui-même dit, il fait partie de ceux qui étaient un peu perplexes à l'arrivée du président Alassane Ouattara dans les années 1990,
contrairement à d'autres barons du PDC qui continuent de s'embrigader dans des considérations exclusionnistes, aujourd'hui, l'homme s'est affranchi et il reconnaît que après Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara aura été celui-là qui a marqué la vie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un discours creux, c'est du factuel. Et sous Houphouët-Boigny, on a parlé du miracle économique ivoirien, du miracle ivoirien. Et sous nos yeux, Alassane Ouattara est en train d'accomplir le second miracle ivoirien. Et c'est ce dont parle Laurent Donald Fologo. C'est du réel, c'est du factuel. Il pense que, en tant que doyen de la scène politique ivoirienne qui a vu pratiquement tous les régimes, Fologo est le mieux placé pour apporter cette appréciation et il a pleinement raison. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est factuel. On peut comparer tous les régimes qui sont succédés après Félix Houphouët-Boigny. Et je dis bien du très loin, Alassane Ouattara est largement au-dessus du lot. Et quand on se réfère à ces réalisations, qu'on continue d'ailleurs de voir. Donc, Laurent Donald Fologo a véritablement mis les pieds dans le plat et il faut lui reconnaître ce mérite-là. Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec un homme au départ et qui à l'arrivée arrive à dire que je m'étais trompé sur le compte de ce monsieur et que c'est ce qu'il fallait après Félix Houphouët-Boigny. Donc Laurent Donald Fologo mérite des lauriers, qu'on lui traite des lauriers sur cette question bien précise, contrairement à d'autres politiciens de son temps et de son âge. Fousseni, votre commentaire? Alors je trouve que là, Frère Laurent Donald Fologo a fait preuve de bon sénoufo. Il a vraiment dit les choses telles qu'elles sont. Et puis, c'est là aussi l'une des valeurs de Fologo, l'honnêteté. Il est très honnête. Alors, à travers cette vidéo, Fologo nous présente deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui du tableau de la résistance, du tableau de la méconnaissance, du tableau du passé. N'oubliez pas, ça aussi, c'est l'histoire. Ils ont fait partie de ceux qui n'étaient pas d'accord avec la réunion du Premier ministre Ouattara parce que, en son temps, qui venait changer les méthodes, qui venait changer les habitudes, qui venait mettre fin à une certaine bourgeoisie au sommet de l'État. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, il y avait naturellement cet instinct d'adversité, de rivalité. Mais en même temps, dans un deuxième tableau, il reconnaît en toute objectivité qu'après Félix Houphouët-Boigny, il a été l'homme qui a marqué son passage. Et comme le disait, qui mieux que lui, qui a vécu tous les régimes, qui a fréquenté tous les régimes, pour apprécier à sa juste valeur. Non, mais je pense que au-delà des commentaires, cela doit servir d'exemple. Je pense que ce Fologo doit servir d'exemple pour dire qu'en politique, il ne faut pas tout peindre en noir, même quand ce n'est pas noir. Il faut être, et il donne leçon à ses pairs du PDCI. À ses pairs du PDCI, vous qui avez combattu ce monsieur, qui avez jeté ce monsieur à la victime populaire, aujourd'hui, voici ce qu'il fait que vous-même, vous n'avez même pas pu faire. Parce que le PDCI est resté au pouvoir après la mort du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'au coup d'État de 1999. Donc il leur montre la voie. En réalité, nous l'avons combattu. Nous avons dit qu'il n'était pas l'un de nôtres. Nous avons dit qu'il n'est pas la bienvenue. Mais il est venu, il a résisté, il est resté. Et voici ce qu'il a fait en 10 années de gestion du pouvoir. Et je pense que c'est une leçon qu'il donne à ses amis du PDCI. Sous le régime Ouattara, Fologo devra se rendre à l'évidence. Le temps de son engagement politique était passé. Alors en 2015, il quittera définitivement la scène politique. Krabena, c'est quand même rare les retraites politiques des grandes figures dans notre pays. Bon, ben, c'est rare, mais bon, il aura été un exemple. Et malheureusement, comme certains métiers, comme l'enseignement ou le journalisme, on ne finit jamais. Enfin, on ne peut pas quitter la politique. Il a quitté officiellement la politique, les responsabilités politiques sans quitter la scène politique. Et après, on le voyait chaque fois à des événements politiques, il intervenait, il donnait de la voix quand il le fallait. C'est vrai, en 2015, il a pris sa retraite politique en termes de responsabilité, mais l'homme est resté toujours égal à lui-même. Il est resté ce tel leader-là, cet leader qui était là, qui donnait de la voix, qu'on consultait. Bon, ces derniers jours, il est resté un peu reclus en écrivant ses essais. Je pense que c'est de bonnes guerres. Bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup hâte de lire les essais de Laurent Donald Fologo parce que l'homme, il en sait beaucoup.
Une autre triste nouvelle, après Fologo, Tiakone, l'ancien président de la Cour suprême, est décédé ce mardi 9 février. Que retenez-vous de la vie de l'homme, Krabena? Tiakone, bon, ce qu'on retient, c'est un très haut magistrat qui aussi aura marqué plus ou moins aussi son temps. Nous avons encore en mémoire cet arrêt qu'il a rendu en 2000 et qui aura été pour certains à la base de beaucoup de mots en Côte d'Ivoire. Il s'agit des élections de 2000 où il a rendu des arrêts qui ont exclu beaucoup de candidats à la course à la présidentielle. Mais avec le temps, je pense que l'homme s'est confessé au cours d'un meeting chez lui à Biakouma, si ma mémoire est bonne, où il est revenu sur un certain nombre de choses en se confessant. C'est un grand serviteur de l'État qui s'en est allé. Aujourd'hui, on ne va pas revenir polémiquer sur son œuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'est confessé avant de s'en aller. À un moment, ça nous donne à réfléchir sur les missions qui nous sont confiées, quand on est cadre d'un certain niveau de responsabilité. Les décisions qu'on prend souvent sont pleines de conséquences et si on y prend garde, il risque de plonger le pays. Je pense que Tiakone a joué sa partition. Je ne dirais pas qu'il a été responsable de beaucoup de choses, mais l'homme a eu à se confesser avant de partir, comme vous l'avez dit, ce mardi. Et que Dieu l'accueille dans sa félicité céleste. Alors deux choses de lui. La première, Kral a dit, il a été l'une des personnalités les plus fortes du monde judiciaire et magistrat ces 40 dernières années. De ce point de vue, je crois qu'on n'a vraiment pas à reprocher à Tiakone son professionnalisme en tant qu'homme de droit. Mais c'est lorsque il a voulu, il a emprunté le chemin de la reine politique, c'est là que je pense que les Ivoiriens ont commencé à avoir une image. Tout à l'heure, Karl l'a dit, il a été président de la Cour suprême de juillet 2000 à avril 2011. Et il a même, après avoir quitté ce poste, il a même créé un parti politique en 2018. Et comme l'a dit, grâce au cours donc de l'une de ses rencontres, ces meetings qu'il a présenté ses excuses. Mais je vais plutôt faire même un lien entre Laurent Fologo et Tiakone. Alors vous voyez, ces deux personnalités, ils ont servi l'État à un certain niveau. À un certain niveau, ils ont servi l'État, ils ont été des modèles à un certain niveau pour l'État. Mais ils ont été des gens très pointus sur des questions d'intérêt souvent. Et c'est des gens de haut vol, intellectuellement parlant, je vais dire. Mais entre cela et la politique, vous voyez que le fossé est grand. Mais je retiens quand même de l'homme quelqu'un qui a marqué le système judiciaire ces 40 dernières années et quelqu'un qui s'est essayé à la politique, mais malheureusement, qui n'a pas fait long feu. Deuxième sujet de notre décryptage de l'actualité de la semaine, le rapport 2019-2020 du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC vient de tomber. La Côte d'Ivoire, première puissance économique de la sous-région de l'UEMOA, occupe l'avant-dernière place dans le classement des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Ça fait aujourd'hui une polémique, mais pourquoi maintenant? Alors, sur le timing, moi je pense que le débat n'est pas vraiment sur le timing, mais on peut revenir sur le timing. Pourquoi maintenant? Certains pourront analyser que vous savez que nous sommes dans un contexte politique très marqué aujourd'hui par les législatives, où l'opposition a vraiment pris une douche froide, pour ne pas dire très très froide. Ça peut être une malice de l'opposition pour cacher justement cette incompétence notoire qu'ils ont dû subir ces dernières semaines. Mais je vais dire, le débat n'est même pas autour du timing. Le débat est sur le fond même de ce rapport-là. Je crois que non, il faut avoir des éléments plus objectifs, plus honnêtes. La Côte d'Ivoire, dans les pays africains à succession française non francophone,
est l'un des pays qui a le mieux et le plus investi dans l'éducation ces 10 dernières années. La Côte d'Ivoire, en matière de recrutement, la Côte d'Ivoire est l'un des pays, des rares pays ces 10 dernières années qui a fait de plus de recrutement de masse en termes de construction de salles de classe, en termes de formation. Alors, souvenez-vous qu'il y a 2 ans de cela, la ministre de l'Éducation nationale était encore dans les réformes en termes d'emploi du temps pour revenir au cours à mercredi, histoire de se conformer aux normes, aux standards internationaux. Donc, quels ont été les critères en réalité? C'est ce que nous on veut savoir. C'est là tout le débat. Selon le PASEC, le classement a été fait sur la base du niveau des élèves et de la qualité des enseignants. Alors quel est le rapport qu'on fait des autres pays sur ça? Bon, l'une des certitudes, c'est que la Côte d'Ivoire est 13e sur 14. Est-ce que selon vous, il y a quand même une part de vérité dans ce que révèle le PASEC? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. L'évolution, nos résultats scolaires, CEP, BPC, BAC, ces dernières années, sont révélateurs des performances que la Côte d'Ivoire a en matière d'enseignement. Et plus loin, nos indicateurs en matière de lecture et de mathématiques sont loin supérieurs qu'à certains pays de la sous-région que je ne vais pas citer. Mais le rapport du PASEC, je ne sais pas si le rapport dit ça, le rapport de Kassampa ici dit ça, mais en matière de lecture et de mathématiques, nous sommes bien au-delà de ça. Bien. Krabena, est-ce que selon vous, il y a quand même une part de vérité dans ce rapport? Je ne vais pas m'hasarder sur le contenu de ce rapport, puisque j'ignore un peu les bases sur lesquelles ce rapport a été rédigé ou commandité. Ce que je note, c'est que ce rapport dit que la Côte d'Ivoire est avant-dernière de la classe. C'est tout quand même étonnant quand on se réfère aux investissements dans le secteur d'éducation-formation ces 10 dernières années. Je peux dire que c'est largement, c'est plus que qu'il en a été même pendant les 50 dernières années, largement. Quand on se réfère au nombre d'écoles, au nombre de salles de classe, au nombre de recrutements. Bon, il est vrai, il faut être objectif. Ces temps-ci, le niveau, il faut avoir le courage des mots, le niveau a sensiblement baissé. Mais cela ne peut pas amener la Côte d'Ivoire à l'avant-dernière classe dans un classement. Je le dis parce que les faits sont là. Les enseignants, rien n'a changé dans le mode de recrutement des enseignants. Et même mieux, la première source de motivation d'un travailleur, c'est son salaire. Et en la matière, les enseignants sont les fonctionnaires, si ma mémoire est bonne, mais ce sont les mieux payés de l'administration ivoirienne. Vous pouvez le vérifier auprès dans la sous-région. Bon, à partir du moment où nous avons les enseignants les mieux payés, à partir du moment où nous avons les infrastructures, le reste, tout le monde doit contribuer pour améliorer le niveau des enfants. Alors, j'entends certains commentaires comme si l'enseignant, c'est un bâton, une baguette magique qui pourrait améliorer le niveau des enfants. Non, nous sommes tous des parents d'élèves. Alors, quand nos enfants reviennent de l'école, est-ce que nous faisons quelque chose à notre niveau pour améliorer ce niveau? Je ne pense pas. Donc, vraiment, moi, il serait hasardeux de jeter l'anathème sur le gouvernement, de dire que il y a beaucoup de faiblesses dans notre système d'éducation. Il n'est pas correct de le dire. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais nous, parents d'élèves aussi, avons notre part de responsabilité dans l'amélioration du niveau des enfants. Autre sujet, l'opposition ivoirienne part aux législatives de mars en rang dispersé. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ne sont pas d'accord sur un point. Marie-Odette Lerounion, première responsable des femmes du Front populaire ivoirien, proche de Laurent Gbagbo, a révélé les dessous de la bataille que le FPI et le PDCI-RDA vont se livrer dans la ville de Gagnoa, en tend vers une compétition musclée entre Lerounion et Gikawe. Oui, je vais dire, ça va au-delà de Lerounion et de Gikawe. C'est le château de sable sur lequel ils ont bâti leur alliance qui s'effrite, simplement. Et deuxième chose, avec ces révélations de Odette Lerounion, mais ça traduit clairement, nettement et limpidement tout ce qu'on a. Et
quand on fait la politique, on se fonce seulement que sur la fibre ethnique, régionaliste. Mais on ne peut avoir que de tels résultats. Cette alliance qui nous a été miroitée comme celle regroupant toutes les forces vives de l'opposition pour faire tomber le président Ouattara au soir du 31 octobre dernier, mais on a vu qu'en réalité c'était le tout sauf. Et puis, je le dis, voilà, c'est toute la différence entre cette alliance et la plateforme devenue parti politique aujourd'hui du RHDP. Alors, est-ce qu'il faut confiner, il faut laisser les Ivoiriens dans des secteurs, dans des batailles de BT, de Gagnoua, de Baoulé, de Yamoussoukro, mais sur la base de quoi on fait la politique. Contrairement au RHDP, qui est parti national, vous trouverez dans ces zones, justement, qu'on dit des zones réputées proches des BT, à Daloa, à Boaké, réputées proches des Baoulé, mais vous trouverez des cadres, des élus du RHDP qui ne sont pas forcément de là-bas. Krabena, c'est quand même bizarre qu'on reproche chaque fois la classe politique de recourir à des discours ethniques et tribalistes. Non, mais ce n'est pas bizarre parce que tout le monde s'est mis à part peut dire que certains partis politiques ont malheureusement bâti leur stratégie de conquête du pouvoir en se basant sur le clan et la tribu. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de rattraper ces formations politiques. Ce discours n'est pas nouveau au sein du FPI. Rappelez-vous, lors des dernières législatives, l'ancien ministre Dakwasi a tenu ces mêmes propos en disant est-ce qu'un BT peut, ou bien un Dida peut chercher à être député ou maire à Kourougou ou au Dîner. Bon, aujourd'hui, c'est Oudat Lourignon qui a embauché cette même trompette. Le PDCI l'a fait hier, rappelez-vous du fameux discours des orpailleurs clandestins où on disait qu'on faisait débarquer des étrangers en masse dans les plantations pour servir de bétail électoral après. Je pense que à quelque chose malheur est bon. Voilà, l'incident de Gagnon avec Marie-Odile Lourignon contribuera à ramener le PDCI de l'FPI à des proportions très raisonnables, de savoir que quand on est un parti politique d'une telle envergure, il faut se garder d'attiser la fibre, d'utiliser, d'exploiter la tribu, la nation ou la nationalité du moins ou l'appartenance religieuse. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé sous nos yeux. Bon, c'est dommage, c'est dommage. C'est à croire qu'on n'a pas encore tiré les leçons de notre passé très récent. Et c'est dommage qu'on voit encore ce type de discours dans l'arène politique. Il y a aussi le fait qu'en écoutant les propos de Marie-Odette Lourignon, le PDCI-RDA s'est montré égoïste et particulièrement dans le choix des candidats de l'opposition sur toute l'étendue du territoire national. Non, mais c'est une appréciation. Je pense que c'est bon, c'est plus que c'est un écran de fumée pour cacher le manque d'assises nationales. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Gagnoua, Baké, à Yamoussoukro, Daouko. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². Pourquoi le PDC? Qu'est-ce qui empêche le PDC d'avoir des candidats au Dîner, à Kourougou? Qu'est-ce qui empêche le FPI d'avoir des candidats à Konga, à Bouna? Bon, je pense que véritablement, dire que le PDC est égoïste, ce n'est pas fondé de le dire. Bon, c'est des ambitions personnelles qui sont malheureusement entrechoquées dans le cas des Gagnois, et il faut éviter de le dire. Bon, c'est des choses sur lesquelles on ne peut malheureusement rien faire. C'est des ambitions personnelles qui sont croisées à une circonscription où chacun défend sa candidature avec ses moyens de bord. Mais il n'est pas juste de dire que le PDCI a été égoïste. Il faut plutôt s'employer à avoir un parti véritablement national, à avoir des candidats dans chaque circonscription de ce pays. Ça, c'est plus qu'on pourra dire que c'est un véritable parti d'une envergure nationale et non exploiter, lutter des circonscriptions dans quelques localités. Merci à vous, chers confrères. Fousseni du journal Le Patriote et Kraberna, journaliste éditorialiste. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un prochain numéro.